Alors pour la séquence suivante, on a été très ambitieux. On a tout simplement pris le plus gros projet d'innovation mondial. Et pour le présenter, on va avoir Greg de Temmerman. Donc Greg est docteur en physique expérimentale et chercheur. Il a travaillé pendant plus de 15 ans dans le domaine de la fusion nucléaire. Entre 2014 et 2020, il était coordinateur scientifique du projet ITER. Il a publié 230 publications, articles dans des revues à comité de lecture. Et il est devenu, en 2020, directeur général de Zeno Research, un think tank qui réalise des études sur le futur à long terme dans le domaine de l'énergie, du spatial et de l'intelligence artificielle. Bienvenue. Non, non, le jingle. Bienvenue, Greg. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Effectivement, quand on parle d'énergie et d'innovation, je vais vous parler de ce qui est considéré comme un des plus grands défis technologiques et scientifiques du siècle à venir. Alors, si j'étais un peu ironique, c'était aussi le plus grand défi scientifique et technologique du siècle dernier, mais c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. C'est la maîtrise de la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, l'idée est assez vieille. Ça fait à peu près 100 ans, jour pour jour, qu'on a eu l'idée de maîtriser la fusion nucléaire. Je t'expliquerai un peu ce que c'est, d'où ça vient et pourquoi ça prend autant de temps, parce que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais c'est quelque chose qui a énormément de promesses. Je vais me permettre de rappeler que si vous êtes là ce matin, c'est parce que la fusion nucléaire vous a permis, au tout début de l'univers, de générer l'ensemble ou presque l'ensemble des atomes que vous connaissez, jusqu'au fer en tout cas. Alors, ensuite, c'est des explosions de supernova. Et si vous avez pu prendre un petit déjeuner ce matin et manger des croissants, c'est que nous avons un réacteur de fusion nucléaire quelque part dans le ciel. Vous savez, cette petite boule jaune que vous voyez des fois à Paris, pas souvent, mais quand même, qui vous permet d'utiliser la photosynthèse. Donc la fusion nucléaire, on sait que ça fonctionne. L'idée d'un projet comme ITER et de la recherche, c'est de maîtriser ce procédé, de faire la même chose sur Terre. Pourquoi ? Parce qu'on sait déjà faire de l'énergie nucléaire, parce que la fusion amène des avantages qui sont incomparables à ce qu'on peut connaître. Ça n'a pas, et j'en parlerai après, de risque d'emballement, parce que c'est extrêmement compliqué. La différence entre la fusion et la fission, c'est que la fission, vous essayez de contrôler la réaction, la fusion, vous essayez de la faire démarrer. Et c'est déjà extrêmement dur. L'autre chose, c'est que le combustible est extrêmement abondant. Et la troisième chose, il est extrêmement bien distribué aussi, et vous ne générez pas de déchets à vie longue, donc vous enlevez une des problématiques majeures du nucléaire, même si on en fait beaucoup trop sur le sujet des déchets à longue vie, mais ça enlève un point d'achoppement. L'idée de la fusion, donc vous avez deux façons de faire de l'énergie nucléaire. Vous pouvez prendre des gros atomes et les casser, c'est ce qu'on fait dans les 56 réacteurs français. On prend de l'uranium et on fissionne, donc on casse les atomes et on récupère de l'énergie. Un obscur physicien allemand nous a dit qu'on pouvait convertir de la masse en énergie, Albert Einstein. C'est exactement ce qu'on fait, on casse des gros atomes, on a un tout petit peu de perte de masse quand on a récupéré les produits, elle est convertie en énergie. On va faire l'inverse dans la fusion, on va prendre des petits atomes qu'on va essayer de fusionner pour en faire des plus gros. Et on va principalement se concentrer sur des isotopes de l'hydrogène. Le Soleil fusionne à l'heure actuelle 640 millions de tonnes d'hydrogène par seconde. Nous, on va en fusionner beaucoup moins, mais on va prendre des isotopes de l'hydrogène parce que ça va être un peu plus compliqué sur Terre. Donc des isotopes, c'est différentes sortes d'hydrogène. C'est l'hydrogène avec un et deux neutrons en plus. On va prendre du deutérium et du tritium. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire fusionner ces deux isotopes pour faire de la fusion et pour former un neutron qui va avoir 80% de l'énergie de la réaction, et de l'hélium qui est un gaz inerte puisque vous l'utilisez pour gonfler les ballons de vos enfants normalement, donc c'est absolument pas un problème. Quand vous faites ça, vous relâchez énormément d'énergie. En termes de densité énergétique, la fusion nucléaire est 10 fois plus dense que la fission nucléaire. Pour 1 gramme de combustible de fusion, je vais générer 10 fois plus d'énergie que pour 1 gramme d'uranium. L'uranium est déjà extrêmement intéressant. Vous savez peut-être qu'on utilise 9000 tonnes d'uranium par an pour générer 70% de notre électricité, enfin 70% les bonnes années. Mais avec la fusion, vous auriez besoin de beaucoup moins de combustible. En théorie, la fusion, c'est simple. Il faut réussir à faire en sorte que deux atomes aillent suffisamment proches l'un de l'autre pour que la force nucléaire forte prenne le dessus sur les interactions de répulsion et que vous avez fusion. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué puisque les atomes sont positivement chargés. Désolé, c'est de la physique, mais les atomes sont positivement chargés. Si vous essayez de mettre des atomes les uns à côté des autres, ils se repoussent. Vous avez deux charges positives l'une à côté de l'autre. C'est comme essayer de mettre deux pôles sud d'un aimant ensemble. Et donc pour faire ça, il va falloir avoir des collisions à haute énergie pour s'assurer qu'on soit plus fort que la force de répulsion. On va travailler dans des gaz, même dans des plasmas, des gaz chauffés à haute température. Dans un gaz, la température d'un gaz, c'est la vitesse à laquelle bougent les particules. Donc si je veux que les particules bougent vite, il va falloir que je chauffe très fort.
Chauffer très fort dans la fusion, c'est 150 millions de degrés. D'accord ? C'est 10 fois la température du centre du Soleil. En gros, le projet de la fusion nucléaire, c'est de faire chauffer un gaz à 150 millions de degrés, le mettre dans une enceinte métallique pour faire de la vapeur et de l'électricité. Voilà, dit comme ça, je ne suis pas sûr que vous me donneriez vos économies, mais c'est le principe. Je suis désolé, c'est la seule équation que j'ai, mais je suis obligé de vous la montrer, parce que pour réaliser de la fusion, il y a plusieurs choses à comprendre. D'une, je dois chauffer un gaz à 150 millions de degrés, donc vous imaginez bien qu'il faut que j'investisse de l'énergie. D'accord ? Il va falloir que je mette beaucoup d'énergie en jeu pour chauffer le milieu à la bonne température. Évidemment, ce que je veux, c'est produire de l'énergie, donc il faut penser à un réacteur de fusion comme un amplificateur. C'est-à-dire que je vais investir de l'énergie et je vais essayer d'en récupérer beaucoup plus. Il faut donc que j'ai suffisamment de réactions qui se produisent. Si j'ai un truc comme le LHC qui est à Genève, qui accélère des particules, ça va fusionner une trentaine de particules chaque heure. C'est bien, mais ce n'est pas assez pour faire de l'énergie. Donc il va falloir que j'ai le produit de 3 facteurs qui soient suffisants, qui soient plus grands qu'une certaine valeur pour générer de l'énergie. Il va falloir suffisamment de particules dans un volume donné, d'accord, ce qu'on appelle la densité. Il faut que je chauffe à une certaine température. Je l'ai dit, c'est à peu près 150 millions de degrés pour ce qu'on essaye de faire. Et il va falloir maintenir tout ça suffisamment longtemps pour qu'il y ait assez de réactions qui se produisent. C'est ce qu'on va appeler le temps de confinement. Grosso modo, la fusion nucléaire, vous avez des très forts gradients, parce que vous chauffez quelque chose à 150 millions de degrés, vous avez quelque chose à côté qui est à basse température, donc vous avez des fuites thermiques, et on va essayer de limiter au maximum les fuites thermiques pour permettre à la réaction de se produire. Comme vous avez un produit de 3 valeurs, vous avez plein de façons différentes de le faire. Mais moi, je vous parlais d'une seule façon, qui est ce qu'on appelle le confinement magnétique. On va utiliser des très gros aimants pour confiner ce gaz à très haute température sous la forme d'un donut. On va appeler ça un TOR en termes scientifiques. Donc vous avez le plasma, ce gaz très chaud qui va être sous la forme d'un donut que vous voyez qui est la forme rose. On va utiliser des aimants extrêmement puissants. Dans ITER, chaque aimant fait 16 mètres de haut, 9 mètres de large, 360 tonnes. C'est le poids d'un 747 au décollage. Et vous avez 18 aimants qui sont localisés autour du TOR pour générer un champ magnétique qui va dans la direction du TOR. Alors pour ceux qui se souviennent un petit peu de leur leçon de physique, si j'ai un champ magnétique torique, il est plus fort à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc les particules n'aiment pas ça. Je vais utiliser un deuxième champ magnétique que je vais générer par la bobine verte que vous voyez au milieu, et je vais utiliser le bon vieil effet transformateur. Je fais varier un courant dans cette bobine verte, et pour ceux qui se souviennent encore une fois de leur leçon de physique, si je fais ça, j'induis un courant dans le plasma. Le plasma est le secondaire du transformateur. D'accord ? C'est facile en fait dans la fusion. Une fois que j'ai la combinaison de ces deux champs magnétiques, j'ai la structure magnétique qu'il me faut pour stabiliser le plasma. Encore une fois, un réacteur de fusion nucléaire, c'est un amplificateur, comme un amplificateur audio, sauf qu'on le fait sur la puissance. Et donc, on va toujours parler en termes du rapport Q, on n'avait pas d'autres lettres, donc on a utilisé celle-là, qui est la puissance que je génère par la réaction de fusion, divisée par la puissance que je vais devoir injecter. Puissance qui est énorme. Dans ITER, on injecte 50 millions de watts pour chauffer le plasma à 150 millions de degrés. Donc c'est différents types de chauffage, mais c'est les grosses puissances qu'on met en jeu. Et l'idée dans ITER, ça va être de générer 500 millions de watts en sortie, au niveau du plasma seulement, pas au niveau de l'usine, et donc d'avoir un facteur d'amplification de 10. Historiquement, la seule chose qu'on a réussi à faire, c'est un facteur de 0,7. Donc si le facteur est inférieur à 1, ça veut dire que vous injectez plus d'énergie que vous en récupérez. Ça occupe les physiciens comme moi, mais ça ne génère pas beaucoup d'énergie. Pourquoi c'est compliqué de faire ça ? Parce qu'il y a une échelle de taille, de température qu'il faut atteindre. Le but d'ITER, c'est de passer ce seuil et d'arriver à un seuil de 10. Ce qui va vraiment se passer dans les années à venir, a priori, c'est qu'on est très proche d'atteindre ce seuil de 1, qui est un peu un seuil magique. C'est qu'à partir du moment où on a réussi à générer autant d'énergie qu'on en a injecté, on commence à être dans le business. Et la fusion a cette particularité d'être un phénomène exponentiel, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé un rapport de 1, c'est assez facile de monter. C'est très difficile d'aller jusqu'à 1, vous vous battez contre l'exponentiel, mais alors une fois que vous y êtes, c'est tranquille. Mais bon, pour l'instant, on ne l'a pas passé. ITER, c'est un projet démesuré en termes de taille. Alors, je vous l'ai dit, il faut un certain temps de confinement. D'accord ? Il faut être capable d'isoler le plasma suffisamment longtemps. Et ça va dépendre de la puissance des aimants que vous êtes capable de construire. Or, ITER utilise des technologies qui étaient les plus performantes il y a 20 ans. On ne pouvait pas faire d'aimants plus puissants de cette taille. D'accord ? Ça va dépendre du courant électrique que je fais passer dans le plasma, mais il y a une limite physique, après j'ai des instabilités. La troisième variable, c'est la taille. Plus la machine est grande, meilleure est l'isolation. Ce qui est assez facile à imaginer. Vous avez un plasma qui est plus grand, donc ça prend plus de temps pour une particule de passer du milieu jusqu'au bord. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est pas très loin de ça.
Donc ITER est une machine qui est énorme. Hors tout, la machine fait 30 mètres sur 30 mètres. D'accord. L'ensemble de la machine est sous vide. C'est un système à ultra vide, on appelle ça la pression dans la chambre à vide, qui est la partie que vous voyez au centre avec un rayon de 6 mètres. C'est un volume qui fait 1000 mètres cubes et c'est une chambre qui est à 10 milliardièmes de fois la pression atmosphérique. D'accord. C'est de l'ultra vide, c'est de la très haute technologie. Tous les aimants sont refroidis à moins 269 degrés, puisqu'il faut être supraconducteur, d'accord. Il faut avoir des champs magnétiques très élevés sans perte de courant. Vous avez donc tout un ensemble de cryogénie. Vous avez 25 tonnes d'hélium liquide qui vont refroidir l'ensemble du système. Ce qui est important de réaliser, encore une fois, c'est l'échelle de la machine, mais on sait faire des grosses choses, mais c'est surtout la précision avec laquelle vous allez devoir aligner les choses, et je vais vous montrer un exemple juste après, parce que dès que vous avez un défaut dans la structure magnétique, vous allez le payer en termes de confinement. Donc il faut que les choses soient le plus parfaites possible. On va parler de tolérance d'alignement de la centaine de microns sur des composants qui font 20 mètres et 500 tonnes. Et dernière petite anecdote, au centre du plasma, 150 millions de degrés, 2 mètres plus loin, moins 269 degrés, puisque c'est la température des bobines. Nulle part dans l'univers, vous trouverez des gradients de température aussi forts. Juste un exemple de à quel point on pousse la technologie dans ITER. Voici la chambre à vide. Encore une fois, tout est fait sous vide. C'est une chambre à vide qui fait 19 mètres de diamètre externe. C'est une structure en acier inoxydable particulier avec une structure interne en bord pour capter les neutrons. Vous voyez la complexité de la chambre qui est faite en 9 secteurs avec des systèmes de ports réentrants pour injecter de la puissance et de la matière. C'est de l'acier inoxydable double paroi, on a de l'eau qui circule à l'intérieur, et surtout, et c'est pour ça que c'est extrêmement important, c'est la barrière de confinement primaire en termes de sûreté nucléaire, c'est-à-dire que c'est ça qui doit s'assurer que le tritium n'est jamais relâché dans l'environnement. C'est la chambre à vide la plus complexe qui n'a jamais été faite, c'est 9 secteurs qui doivent être assemblés sur place. Et donc ça doit être dimensionné pour prendre en compte toutes les instabilités possibles. Voici un exemple de secteur de la chambre à vide. Tout est fait sous un puits, la machine est construite sous terre et vous devez faire l'assemblage et le soudage sur place. Il n'y a pas d'autre façon de le faire et vous le faites qu'une fois. D'accord ? Vous n'avez pas le droit à l'erreur. ITER est un projet qui prend beaucoup de temps. On prévoit le premier plasma normalement dans les années 2025. Il y aura quelques retards d'annoncer d'ici pas longtemps. C'est quelque chose où on espère atteindre la pleine puissance d'ici 2035-40. On est sur de la très longue durée de temps et ça a frustré beaucoup de gens. Et depuis quelques années, on voit l'émergence d'un secteur privé. ITER est complètement financé par du public. On voit une émergence de start-up. Voici le nom des plus connus. Des gens qui, en fait, on est dans un sujet d'innovation. Il y a eu beaucoup d'innovations de rupture pour les technologies dont on a besoin pour la fusion. Et ces start-up essayent de les prendre en compte. C'est impossible sur un projet de la taille d'ITER, vous l'imaginez bien. Ces startups essayent de faire ça, d'avoir des méthodes plus agiles et un petit peu à la SpaceX, c'est-à-dire on essaye, ça ne marche pas, on recommence avec des itérations assez rapides. C'est un domaine qui est en plein boom. L'année dernière, si on prend en compte en investissement cumulé, vous voyez la courbe d'investissement, ça a accéléré depuis 2014. On compte à peu près 4-5 milliards d'euros de capital privé qui ont été investis dans la fusion. Et l'année dernière, 2 startups ont levé à peu près 2,5 milliards. On commence à être sur des capitalisations qui sont assez énormes. Il y a beaucoup d'argent qui passe là-dessus. Et je crois que je suis à peu près au bout de mon temps. Ce qui est assez intéressant avec ces startups quand même, c'est que je suis assez confiant sur le fait qu'on va arriver à ce seuil de Q égale 1, donc de démontrer la parité entre l'énergie produite et l'énergie injectée. Dans les années qui viennent, on a tout ce qu'il faut pour le faire. La physique a beaucoup progressé, la technologie a progressé. La fusion reste une technologie à long terme parce qu'il va falloir en construire après. Il y a encore plein de défis à résoudre, mais on est quand même sur une phase assez intéressante. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Greg. Peut-être quelques questions dans la salle. J'en ai une pour ma part. Le MIT, avec l'une des startups que tu as mentionnées, le Commonwealth Fusion, a annoncé avoir déjà réussi à avoir un Q supérieur à 1. Alors non, c'est une mauvaise interprétation par les médias. Non, ils ont construit pour la première fois une bobine magnétique qui permet de générer un champ magnétique 2 à 3 fois plus élevé que celui d'ITER, qui est l'ingrédient de base de leur technologie. Je vous l'ai dit, la taille de la machine ITER est définie par le champ magnétique maximal que vous êtes capable de faire. Donc la taille d'ITER est énorme parce qu'on était limité. Alors c'est des champs magnétiques énormes, hein, c'est 50 000 fois le champ magnétique terrestre quand même dans ITER. On est capable maintenant d'avoir des technologies avec des aimants beaucoup plus puissants. Si vous avez un aimant 2 fois plus puissant, votre machine est 3 fois plus petite. D'accord ? Donc l'idée maintenant, c'est d'augmenter. On a des nouvelles technologies pour faire des aimants plus puissants, et l'idée, c'est d'aller sur des machines plus petites qui seront, on l'espère, plus simples à construire, parce qu'un des problèmes d'ITER, c'est la taille.
Une question de la salle ou bien sur Teams? De la salle, il y en a une ici, voilà. Maxime Hugonnet pour la R&D Bouygues Construction. Du coup, le succès d'ITER, qu'on espère, pourra se transformer ensuite dans des machines plus petites. Enfin, la question, c'est comment est-ce que ITER, qui est parti en premier, compte rester premier aussi en adaptant son système? Alors ITER ne peut pas adapter son système, soyons clairs, hein, la machine est sur des rails et c'est comme changer de trajectoire le Titanic, enfin, en espérant qu'il n'y ait pas d'iceberg en face évidemment. En fait, c'est un peu compliqué parce que ce qui est en train de se passer au niveau des startups n'avait pas été prévu il y a 15 ans, hein, c'est quelque chose de tout nouveau. ITER teste quand même beaucoup plus de technologies en même temps intégrées sur un système que ne le font les startups. Donc les startups décident de faire un problème à la fois, ITER a pris tout d'un coup, alors on pourrait discuter de ça. Et il y a un vrai changement de paradigme qui est en train de se faire, et c'est pas facile à comprendre, c'est que la base dans la fusion, c'était de dire il faut toujours des machines plus grosses. C'est-à-dire que vous faites une machine 20% plus grosse qu'ITER, et ben au lieu d'avoir un rapport de 10 d'amplification, c'est 30 ou 40. Encore une fois, c'est exponentiel. Donc si on regarde le programme démo européen, qui est de dire on prend ITER et on va faire un réacteur qui va produire de l'électricité, ITER ne fait que de la chaleur, hein, c'est une bouilloire. Démo est censé être plus gros. Maintenant, comme il y a beaucoup de changements technologiques en ce moment, tout ce paradigme est en train de changer. C'est-à-dire qu'ITER va nous permettre de valider la physique, et c'est le but d'ITER, hein, c'est de valider la physique et de pouvoir qu'on comprend ces plasmas et qu'on les stabilise, parce que vous êtes dans un régime où le plasma s'auto-chauffe, donc il y a plein d'effets non linéaires à contrôler. Donc ITER a quand même cette mission-là, plus d'intégrer l'ensemble des technologies que vous avez besoin pour construire une centrale. Maintenant, il est fortement probable qu'on va, ITER montre que des machines plus grosses, ça va quand même être compliqué. ITER est quand même une taille assez spécifique, même si un réacteur est plus simple, parce que vous n'avez pas de physicien qui vous embête à mettre plein de diagnostics, mais il y a une complexité. Donc je pense qu'on verra des machines plus petites. Il y a un débat en ce moment sur savoir jusqu'où on peut aller dans l'inverse des tailles, parce que vous avez quand même une densité de puissance qui est élevée dans la fusion, et vous avez des problèmes d'extraction de chaleur. C'est bien de faire une machine plus petite à puissance égale, mais ça commence à devenir compliqué pour les matériaux de structure. Donc il va y avoir une sorte d'optimum à trouver entre le gigantisme d'ITER et la petite taille que certaines de ces startups proposent. Une question à distance, peut-être? En effet, quelques questions à distance. Il y en a une qui est plutôt liée à la question de sécurité, je pense. Comment on arrête un réacteur à fusion nucléaire versus fission qui est très compliqué? Ça s'arrête tout seul en quelques millièmes de seconde, donc il n'y a pas de problème. En fait, encore une fois, vous êtes dans un système où la matière ne veut pas être dans cet état-là. Vous êtes sur un système que vous avez chauffé à 150 millions de degrés. La matière ne veut pas être dans cet état-là. Et je ne l'ai peut-être pas dit, mais dans un volume de 1000 m3 dans ITER, vous avez 2 grammes de combustible. D'accord ? Donc la densité est très faible. À partir du moment où vous n'injectez plus de particules, c'est comme un moteur à combustion. Vous injectez toujours du gaz, vous le faites réagir, vous le faites sortir, vous avez un reprocessing, d'accord ? Dès que vous arrêtez d'injecter, le plasma s'éteint. Dès que vous arrêtez d'injecter de la puissance, le plasma s'éteint. Il n'y a pas de risque d'emballement parce que physiquement, c'est juste impossible. Ok. Une question peut-être géostratégique. On a vu tout à l'heure que la Chine était très présente sur les batteries. De la même manière, ils sont présents dans ITER, mais aussi directement sur le sujet de la fusion nucléaire et voire en avant. Ils ont fait quelques annonces récemment. Quel est votre positionnement par rapport à la Chine sur ce sujet ? J'ai fait partie des gens qui ont vu la Chine émerger dans la fusion et c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quand j'ai commencé ma carrière, les Chinois répétaient des choses qu'on avait déjà faites. D'accord ? Ils apprenaient à faire et donc en fait, ils refaisaient exactement des choses qu'on avait déjà publiées, nous, depuis 10 ans. En 15 ans, ils sont passés de ça aux gens qui publient le plus de papier dans la fusion et aux gens qui ont le plus d'équipements de pointe. Donc il y a une vraie volonté de la fusion de pousser ça. Je voudrais quand même dire une chose, c'est qu'il y a le continent leader dans la fusion nucléaire à l'heure actuelle, c'est l'Europe. D'accord ? Et d'assez loin. Les Américains font beaucoup de bruit, mais la meilleure recherche qui est faite en ce moment en fusion, c'est quand même en Europe. On a encore de l'avance. On verra combien de temps ça reste. Donc les Chinois sont très, très volontaristes et très agressifs là-dessus, mais ils ont encore besoin de ce qui se passe en Europe. Et c'est aussi pour ça qu'ils continuent à faire partie d'ITER, parce qu'ils apprennent beaucoup plus que ce que ça leur coûte. Une question dans la salle, Gérard Gatt. Allô ? Oui. Une petite question. Qu'est-ce qui a évolué aujourd'hui dans la compréhension de la physique qui nous permet d'anticiper une résolution de cet extraordinaire challenge qui est de faire cette fusion nucléaire ? La puissance de calcul. En fait, jusqu'à il y a peu de temps, on n'avait pas de puissance de calcul qui nous permette de simuler un plasma complètement, du centre vers le bord. Et encore maintenant, c'est un défi. Simuler un plasma complet dans ITER,
C'est un effet, c'est un modèle qui est multidimensionnel en termes d'espace. Vous avez des choses sur l'échelle du micron, les particules tournent avec des rayons du micron, et vous avez une machine qui fait plusieurs milliers de mètres cubes. Vous avez des échelles de temps très différentes entre l'instabilité au centre, qui c'est des microsecondes, et au bord, où c'est des secondes. Donc ça, c'est un peu comme le problème du climat, c'est un problème hyper complexe à résoudre. Même dans ITER, à l'heure actuelle, avec les ordinateurs les plus puissants du monde, vous allez simuler 10, 100 millièmes de seconde du plasma. Mais par contre, maintenant, on arrive à le faire, ce qu'on n'était pas capable de faire il y a 10 ans. Et toutes les expériences et la science qu'on a développée depuis 10 ans nous montrent qu'en fait, on comprend plutôt pas mal ce qui se passe. C'est encore pas parfait, mais on comprend de mieux en mieux ce qui se passe et on est capable de simuler. Et ce qui s'est passé, je finirai là-dessus, la première fois cette année, on a été capable de prédire un résultat, ce qui s'est passé au JET en Angleterre, où on a fait une campagne deutérium-tritium pour produire un petit peu de puissance, et on a été capable de prédire à 20-30%, ce qui pour nous physiciens des plasmas est incroyable, parce que jusqu'avant on était à des facteurs 10 ou 100, d'accord, donc ça passe sur un graphe log-log, mais donc là on commence à arriver à un moment où on est capable de prédire à peu près ce qui se passe. Merci beaucoup, Greg. Et je vous engage à aller visiter ITER. Nous y sommes allés le 30 juin. C'était extraordinaire. Le programme était accompli en hardware à 85%. On voit déjà donc des belles pièces. Et c'est absolument fabuleux. Et ce qui est également fabuleux, c'est que c'est également un projet extrêmement international. On retrouve autour d'ITER le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, la Russie. Pas le Canada. L'Europe. Pas le Canada, bon, sauf le Canada. Le Japon, bien sûr. Donc, allez-y, surtout, c'est extrêmement impressionnant. Et je pense qu'on peut encore le visiter de manière assez simplement. Peut-être qu'au fur et à mesure où le programme va s'accomplir, ça va être compliqué. Tant qu'il n'y a pas de matière radioactive, vous pouvez y aller. Ouais. Bon, merci beaucoup.